bonjour, bonsoir. Eh bien, comme vous le savez, les deux chambres du Parlement congolais ont successivement adopté samedi 18 et lundi 20 décembre dernier le projet de loi de finances de l'État, exercice 2022 à 1935 milliards en recettes, 1734 milliards en dépenses. Le problème, où trouver les financements. En tout cas, c'est l'inquiétude qu'a manifesté le président de l'Assemblée nationale, Isidore Bouba, qui s'est dit en substance, si le FMI ne nous vient pas en aide financière, nous sommes morts. En d'autres termes, le Congo va de plus en plus mal. Mais comment ce petit pays d'Afrique centrale, d'à peine 5 millions d'habitants, sauvagement doté des ressources naturelles, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, producteur du bois et des minéraux, on est arrivé là. Et dans le même temps, le gouvernement congolais a ses priorités tournées ailleurs, notamment la révision constitutionnelle qui portera sur l'article 157, notamment l'état d'urgence. Pour tenter de répondre à ces préoccupations, nous recevons de nouveau sur notre plateau M. Clément Nyerassa, président de la Fédération d'opposition congolaise. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez choisi Teler TV, restez donc avec nous, votre choix, évidemment, est judicieux. Bonjour, M. Clément Nyerassa. Bonjour, M. Christian Perrin. C'est un grand plaisir de vous recevoir encore sur notre plateau à quelques heures, bien sûr, de la fin de cette année. Merci, c'est un plaisir pour moi, surtout que ça me permet de m'exprimer et que j'espère que je serai bien entendu par les téléspectateurs. Alors, commençons par l'actualité. L'actualité, c'est bien entendu l'approbation du projet de loi portant modification de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. En ligne de mire, l'article 157 qui porte donc sur l'état d'urgence. Le gouvernement souhaiterait prolonger, en fait, reviser la durée de l'état d'urgence qui aujourd'hui est fixée à 20 jours. Pour le gouvernement, il faut l'étendre à 90 jours, soit 3 mois. Qu'en pensez-vous? Merci bien, Monsieur Christian Perrin. Je suis d'abord triste quand j'entends parler de cette affaire. Triste pourquoi? Parce que vous savez ce qui s'est passé en 2015. Beaucoup de nos compatriotes, surtout beaucoup de jeunes, ont perdu leur vie dans le combat que nous avons mené contre le changement de constitution. Et je suis très triste parce que plusieurs années après, on découvre, après ce qui s'est passé dans plusieurs pays du monde, notamment en Afrique de l'Ouest, notamment principalement en Guinée-Conakry, que les changements constitutionnels pour les 3e, 4e, 5e, peut-être 10e mandats sont à la fois anticonstitutionnels et antidémocratiques. Et je me rappelle qu'à l'époque, au Congo, on a dit beaucoup de choses. Parmi les choses qui ont été dites, on disait que le président Sassou était la seule personnalité du Congo capable d'amener le Congo à l'émergence, qu'il était le seul à garantir la paix, la stabilité, qu'il était le seul à garantir les bonnes conditions de vie aux Congolais. Je crois que les Congolais ont réalisé ce qu'ils vivent maintenant parce que les Congolais actuellement, ils souffrent. Mais ce qui me peine, c'est même pas ça. Ce qui me peine, c'est que cette constitution, au-delà des critiques qu'on a faites au président Lissouba en 97, au-delà des critiques qu'on a faites sur les violations et le non-respect des lois et règlements de la République, cette constitution de 2015 n'est même pas respectée. Et vous savez comment j'essaie d'apporter l'information aux Congolais en disant de façon lapidaire que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate d'inconstitutionnalité, d'incompatibilité constitutionnelle. Je le dis pourquoi? Mais parce que tout le monde le sait. Et on ne s'en cache même pas, le parti au pouvoir ne s'en cache pas. Le président Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante avec la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui interdit à un président de la République d'occuper une quelconque responsabilité politique dans un parti. Vous avez déjà ça.
Mais le deuxième fait sur lequel on pourrait revenir, surtout lorsqu'on va parler du budget, le Premier ministre a le récépissé numéro 1 en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. Il a parlé de l'exemplarité, il a parlé de beaucoup de choses. Les Congolais se posent des questions. À quand la déclaration du patrimoine du président Denis Sassou Nguesso? Deuxième violation grave de la loi. Et oui, monsieur Clément Mirassa, pendant que vous parlez déjà de la déclaration des patrimoines, et il se trouve qu'aujourd'hui, par rapport aux éléments que nous avons reçus, sinon quelques éléments qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on a constaté que sur les attestations de déclaration de patrimoine, il y a des cas, sinon des rubriques qui n'ont pas été remplies, notamment la date de la prise de fonction, par exemple. Est-ce que c'est pour échapper à la loi, puisque la loi prévoit que cette déclaration se fasse 3 mois après, bien entendu, la prise des fonctions? Et en ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de déclarations conformes à la loi? C'est tout ça le problème. Je l'ai déjà dit et je vous le redis, monsieur Christian Perrin. La déclaration des patrimoines qui a été faite par toutes les personnalités qui sont passées, c'est faite en violation flagrante des lois et règlements de la République. Je vous prends un exemple simple parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Le Premier ministre, lorsqu'il a présenté son programme d'action gouvernementale, il a parlé d'exemplarité, il a parlé de la restauration de l'autorité de l'État, il a parlé de l'État de droit. Mais jetez un coup d'œil sur le récépissé numéro 1 de M. Koliné Makosso. M. Koliné Makosso, qui est ministre depuis 2011, ministre de la Jeunesse et de l'Instruction civile, il est passé après à l'enseignement primaire. Il a déclaré qu'il a pris fonction le 18 mai 2021. C'est-à-dire que pour lui, toute la période qu'il a passée avant, c'est une période pour laquelle on ne devrait pas tenir compte. Donc, lorsque M. Koliné Makosso fait cette déclaration et déclare exact et sincère les informations qui sont mises là-dedans, je vous dis que c'est archi faux. Je vous prends un autre exemple. Le porte-parole du gouvernement, il a fait une très belle interview avec la journaliste Viviane Nitoa, où il parlait d'exemplarité, il parlait de redevabilité. Il s'interrogeait même, il disait, quel est cet investisseur qui peut venir dans un pays où les gouvernants n'auraient pas déclaré? Vous savez que lorsque vous prenez le récépissé numéro 10, attribué à monsieur Thierry Mongala, on ne connaît pas la date de prise de service. Si on ne connaît pas la date de prise de service de monsieur Thierry Mongala, alors que la loi dit clairement que la déclaration de patrimoine se fait, pour moi, elle devrait se faire le jour de la prise de fonction, mais telle que la loi a été prise, elle se fait 3 mois après la prise de fonction. À partir du moment où vous ne connaissez pas votre date de prise de fonction, comment vous pouvez faire la déclaration? On est ridicule. Je continue sur un troisième. Je continue avant de vous m'arrêter. Oui, je vous en prie. Oui. Parce qu'il faut que les Congolais comprennent beaucoup de choses. Je prends le cas de M. Henri Bouka, premier président de la Cour suprême, qui déclare avoir pris ses fonctions en 2018, qui de surcroît est président de la Haute Cour de justice, qui a un rôle important à jouer dans le suivi de tout ce qui doit se faire dans le cadre de la déclaration du patrimoine. Mais, monsieur Christian Perrin, je tiens à vous dire, monsieur Henri Bouka est vice-président de la Cour suprême du Congo depuis 1998. Il est président de la Commission nationale depuis, vous voulez dire indépendante depuis 2007. Il est premier président de la Cour suprême depuis 2018 et puis depuis 2018, il est président de la Haute Cour de justice qui est appelée. Et je vous le dis, ayant pris ses fonctions soi-disant en 2018, vous pensez qu'il devait déclarer son patrimoine maintenant? C'est ça 3 mois après la prise de fonction? Puis je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Le président de la République du Congo, qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution,
n'a pas fait de déclaration de patrimoine depuis 2002. Et c'est en ça, M. Christian Perret, que je dis que cache en réalité cette volonté de vouloir soi-disant procéder à la révision constitutionnelle. L'argumentaire utilisé pour justifier cela ne tient pas. Pourquoi? Parce que le Congo enregistre beaucoup de cas de décès en ce qui concerne le paludisme. Nous enregistrons beaucoup de cas de décès en ce qui concerne le sida. Nous enregistrons beaucoup de cas de décès en ce qui concerne les AVC. A-t-on fait, comment on appelle, un état d'urgence sanitaire? Non. Et l'état la procédure pour l'indication donnée pour la révision constitutionnelle est donnée à quel moment? Après qu'ils aient lancé une opération coup de poing santé, pour laquelle, semble-t-il, on a injecté près de 3 milliards 500 millions, et pour laquelle on devait atteindre un objectif de 750 000 vaccinés. Il y en a eu à peine 298 000. Et avec ce qui se passe à Dubaï, ce qui se passe dans les Émirats arabes unis, on se rend compte de beaucoup de sanitaires, beaucoup de passes sanitaires. Donc, même le chiffre de 298 000 est un chiffre douteux. Mais pourtant dans le même temps, oui, monsieur Mirassa, pourtant, dans le même temps, Thierry Lézin Mungala, qui est le porte-parole du gouvernement congolais, a fait entendre que cette opération a été un succès, le fait d'avoir évidemment évité aux Congolais la troisième vague, et ils ont pu contrôler le variant Delta. Monsieur Christian Perret, je suis un statisticien. Déjà, l'objectif visé pendant les 45 jours, c'était d'atteindre 750 000 cas vaccinés. On n'en a même pas atteint 300 000. On n'a pas atteint 50%. Donc, même pas la moitié. Pourquoi tromper les gens en disant que c'est une réussite? Non. Arrêtons de faire la langue de bois. Et c'est pour ça que je dis, je suis foncièrement contre cette idée de révision constitutionnelle. Et s'il faut aller à une révision constitutionnelle, il faut d'abord un débat profond pour tirer les leçons sur le changement de constitution de 2015, sur beaucoup de choses qui ont été dites et qui se sont avérées fausses, parmi lesquelles le fait qu'on a enfoncé les Congolais dans la souffrance et que les Congolais souffrent aujourd'hui. Et je suis foncièrement opposé à ça. Pourquoi, M. Christian Perret? Il est toujours très, très dangereux de renforcer les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Et je ne parle pas seulement en termes du président Sassou, surtout lorsqu'on se rend compte qu'il y a violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Et je crois, je dis, les Congolais disent en réalité, il y a un agenda caché et je suis persuadé, le justificatif donné sur le coronavirus n'est qu'un prétexte. On est en train d'en sortir puisqu'on a apaisé les mesures. Mais pourquoi penses-tu à allonger l'état d'urgence sanitaire? Ça ne tient pas la route. Peut-être qu'il faut qu'on aille vers l'état d'urgence sanitaire pour le paludisme, etc. Alors nous comprendrons. Mais pour ce qui est dit, moi je vous donne déjà mon point de vue personnel. Je suis foncièrement opposé à ça et je dis au président Sassou, le président Sassou a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et sur beaucoup de points. Et je sais, parce que j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur l'inéligibilité du président Sassou comme président du Parti congolais du travail. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, a transmis ce dossier au président Sassou, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux n'a daigné donner la réponse à ce problème. C'est pour ça que je vous dis, on va en parler quand on va parler du budget. Le Congo traverse une grave crise politique et nous ne sommes oui, mais monsieur Mirassa, déjà la machine est lancée, ce n'est plus une rumeur. Le gouvernement a déjà approuvé le projet de loi portant révision de la Constitution. On va probablement d'ici là transmettre au Parlement, aux deux chambres bien sûr. Qu'est-ce que l'opposition entend finalement faire pour contrer cette action qui aura des grandes conséquences, notamment sur vous qui êtes de l'opposition, mais aussi sur la population congolaise, parce que un
d'état d'urgence de 90 jours et s'il est renouvelable une fois, donc ça fera 6 mois. 6 mois d'état d'urgence, on imagine un peu ce que deviendra le Congo une fois cet état déclaré. Qu'entend faire l'opposition congolaise? J'aime toujours me référer aux chiffres. Et je vais essayer de vous donner quelques chiffres tirés de Vox TV, qui publie chaque jour les chiffres sur le coronavirus. Ce que je vous donne, c'est les chiffres d'hier. Hier, en termes de cas enregistrés sur le coronavirus au Congo, il y a eu, depuis le début, 19 179 cas. Les cas guéris, 17 486. Le nombre de décès, 365. Est-ce qu'il est normal, M. Christian Perrin, de parler de prolongation? Vous voyez bien que les chiffres viennent contredire toute cette démarche. Maintenant, sur la question que vous posez, j'entends les voix solidaires de l'opposition pour dire qu'il y ait l'unité, qu'il faut qu'on se retrouve, Mais voilà un point fondamental sur lequel l'opposition devrait se retrouver. Parce que l'opposition, à mon avis, selon mon avis, ne peut pas accepter et tolérer la concentration d'autant de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Surtout, ça c'est aussi mon point de vue et je l'assume, surtout lorsqu'on connaît le bilan qui est fait sur la gestion du pays depuis près d'une quarantaine d'années. Et nous savons aujourd'hui, là où le Congo se trouve, vous avez parlé du budget, vous avez entendu des parlementaires dire que si on ne signe pas avec le Fonds monétaire, on est mort. Mais ce n'est que la constatation du bilan négatif d'une politique qui a été menée depuis 40 ans. Donc, je souhaite que les amis de l'opposition, et nous serons disponibles avec ceux qui voudraient sur ce point précis. Je dis, moi, j'y suis foncièrement opposé et moi, je n'admettrai pas. J'entends, j'ai suivi une de vos vidéos, j'entends dire qu'on prépare le terrain du fils du président Sassou. Bon, c'est en termes de rumeurs. Encore que ces rumeurs ont été très fortes lorsqu'il y a eu, en décembre 2019, le congrès du Parti congolais du travail. Vous avez suivi mon intervention sur RFI. Et il ne faut pas, à mon avis, que l'on cherche à créer les perturbations de paix dans ce pays. Parce que si des gens qui ont des casseroles, si des gens qui ont des dossiers fissureux veulent accéder à la magistrature suprême, je vous dis que c'est la voie qu'on aura empruntée parce que les dossiers, ils sont connus. Il y a des Congolais qui sont milliardaires, on ne sait pas comment. Demain, certainement, ils chercheront avec cet argent à devenir président de la République. Mais il faut que les Congolais prennent conscience et qu'ils aient la responsabilité de se dire que c'est leur responsabilité de suivre ces problèmes et de ne pas aller. Donc, je dis, et moi, mon principe, il est clair. N'importe quel Congolais a le droit de se porter candidat à la présidence de la République. Mais s'il a des dossiers sulfureux, il doit passer par la case de justice et que cela doit être correctement examiné. Parce que si, et d'ailleurs ça me fait sourire, parce que lorsqu'on me dit que le président Sassou veut soutenir son fils, je dis c'est bien. Mais le président Sassou, dans son discours d'investiture, a dit quoi? Lutte contre la corruption, c'est tolérance zéro. Donc, pour tous ceux qui voudront aller à la candidature, à la présidentielle, il faudra bien que les Congolais vérifient qu'en ce qui concerne la lutte contre la corruption, le détournement de fonds et les autres, qu'ils sont dans la situation de la tolérance zéro. Et que si on trouve quelque chose à leur reprocher, à mon avis, on devrait tirer les conséquences là-dessus. Voilà, oui, mais monsieur Mirassa, on vient de parler, de rappeler l'information sur la déclaration des patrimoines. Là, on a constaté qu'il y a beaucoup de failles. Ici, on parle de la révision constitutionnelle. On a l'impression que finalement, Denis Sassou Nguesso fait les choses à sa tête, à sa guise, j'allais dire le régime au pouvoir. N'est-ce pas parce que devant ce régime, il y a un boulevard libre? C'est-à-dire l'opposition ne fait pas entendre sa voix, l'opposition est apparemment trop faible. C'est pas l'impression que ça donne? Bon, je vous ai dit un jour qu'il fallait travailler pour sortir l'opposition de sa faiblesse, mais l'opposition, il faut qu'elle soit suivie par la population. Il faut sortir la population de la peur.
vous avez suivi avec Trésor Ndila ce qui s'est passé au commissariat central où les 6 personnes, dit-on plus, ont été retrouvées mortes, les autopsies ont été faites. Vous savez ce qu'il y en est. Ça enfonce davantage les gens dans la peur. Mais je voulais dire quelque chose, puisque vous revenez. Moi, je tiens beaucoup à cette affaire de déclaration du patrimoine parce que c'est lié à l'enrichissement illicite. Vous savez, j'ai fait le point sur les 3 premières séries des déclarations qui ont été faites. Il y a 84 personnes qui ont fait leur déclaration. Mais je vais vous donner un chiffre. Sur les 84 personnes, il y a 18 ministres qui ne connaissent pas leur date de prise de service. Vous pensez qu'on est sérieux dans ce pays? 18 ministres qui ne connaissent pas leur date de prise de service et qui ont fait la déclaration de patrimoine. Comment est-ce qu'ils ne connaissent pas la date de la prise de leur fonction? Comment expliquer cela? Et des ministres en plus. Je n'ai fait que exploiter parce que Dieu merci, ces déclarations donnent lieu à l'établissement des récépissés qui sont publiés au journal officiel. N'importe quel Congolais peut voir. Et moi, je vous dis que j'ai comptabilisé. Il n'y a pas que 18 personnes qui ne connaissent pas, mais les membres du gouvernement, il y a près de 18 personnes qui ne connaissent pas leur date de prise de service. Donc, après le service, quand on a mis en pointillé, et après, à la fin, on dit, on déclare exactement. Non, écoutez, il ne faut pas se moquer des Congolais. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette complaisance de la part du premier président ou du vice-président de la Cour suprême? C'est quand même des déclarations qui ont été faites devant la Cour suprême du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui explique cette complaisance de la Cour suprême? Mais vous parliez tout à l'heure de la faiblesse de l'opposition, mais nous notons la faiblesse des institutions. Dans le cas précis, la Cour suprême est dans une situation extrêmement difficile. Je vous ai dit que le premier président de la Cour suprême, a déclaré Monsieur Henri Bouka, vous parlez de Henri Bouka. Il a déclaré avoir pris ses fonctions en 2018. On est en quelle année? On est en 2021. Oui, mais c'est déjà là, évidemment. Pendant que vous dites ça, on peut dire que c'est une fausse déclaration. Or, une fausse déclaration est punissable. Je laisse les uns et les autres apprécier. Mais non, monsieur Mirassa, vous êtes quand même le président de la Fédération de l'opposition. Oui, permettez que je termine. Monsieur Clément Mirassa, permettez que je termine. Permettez que je termine. Je disais que M. Henri Bouka est quand même de la Cour suprême du Congo-Brazzaville et quand il fait une fausse déclaration, il devrait s'en suivre les sanctions normalement. Et la loi condamne cela, il le sait. Et que prévoit d'ailleurs, que prévoit la loi dans pareilles circonstances? Que prévoit la loi? Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec les individus. Mais je vous dis juste une chose simple. La loi sur laquelle on se réfère, qui pour moi n'est déjà pas conforme à la Constitution. Parce que la Constitution dit que la déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de service. On a pris une loi d'application pour dire que ça se faisait 3 mois après. Et quand je fais le pointage de la déclaration du patrimoine du Premier ministre, le Premier ministre a fait sa déclaration 5 mois et 7 jours après sa prise de service. Puisque, à l'attention des Congolais, il a pris son service comme Premier ministre. Mais comme ministre, il était ministre pratiquement depuis 2011. Le Premier ministre Collinet Makosso a été nommé ministre depuis le 17 août 2011 et de façon discontinue, il a fait plusieurs ministères et il a accédé à la primature. Et pour moi, dans sa déclaration de patrimoine, la date qu'on devrait mentionner, ça devait être le 17 au moins. Peut-être, je ne connais pas la fonction antérieure qu'il occupait, mais ça devait être au moins le 17 août 2011. Mais quand on vient au premier président de la Cour suprême, au-delà de ce que j'ai dit, parce que tous les Congolais savent, pour ceux qui suivent les affaires politiques, ils savent que du temps où Placide Lenga était premier président de la Cour suprême, mais Henri Bouka était vice-président. Et à ce titre, il se devait de faire une déclaration. Mais dans la déclaration qu'il a faite, il a mentionné qu'il a pris service le 20 mars 2018. Et il fait sa déclaration le 25 octobre 2021. C'est conforme à quel texte, monsieur
Monsieur Christian Perrin. Et donc, que prévoit, évidemment, je vous ai posé la question, Monsieur Mirassa, que prévoit la loi dans le cas où, par exemple, les déclarations sont fausses? Quand on a fait des fausses déclarations, que prévoit la loi? Quand la déclaration n'est pas conforme à la loi? La loi prévoit des sanctions. La loi prévoit des sanctions. Et l'autre jour, j'ai essayé de vous lire l'article 12 de cette loi. Je vais vous le lire, cet article. Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique visé à l'article 5 de la présente loi, n'ayant pas fait de déclaration de patrimoine ou ayant fait une fausse déclaration de patrimoine ou dissimulé tout ou partie de son patrimoine au moment de la déclaration initiale ou de la cessation de fonction, est puni d'une amende pouvant atteindre le quart de la valeur du patrimoine dissimulé. Et on va y venir, puisque vous avez parlé d'un besoin de financement dans le cadre du budget. Mais voilà des pistes, des pistes qui s'ouvrent. Maintenant, dans le cas présent, la situation du Congo est difficile. Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grave crise politique. Mais le premier président de la Cour suprême est lui-même dans une situation délicate. Il est de surcroît président de la Haute Cour de justice, qui a également un rôle important à jouer. Quel est le rôle qu'il peut jouer? Quand je prends les déclarations de tous les membres de la Cour suprême, je peux dire que ces déclarations ont été faites dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. D'après vous, comment on peut avancer? Et comment la loi sera appliquée dès le départ? Je vous ai dit, s'agissant du Premier ministre, pas que j'ai une fixation sur lui, mais le Premier ministre a fait sa déclaration 5 mois et 7 jours après sa date de prise de service, qui est le 18 mai 2021, et que la Constitution dit que c'est le jour de la prise de service que ça doit être fait. Donc voilà un peu les réponses que j'ai. Mais sinon, je conviens avec vous que s'il y a un organe qui se charge de contrôler ce qui a été fait et de suivre, c'est une situation. Je prends par exemple la situation, puisque vous avez évoqué, je prends la situation du président de la Haute Cour de lutte, de la Haute Autorité contre la corruption. Il a pris ses services en 2020. En 2020, la loi d'application de la Constitution a été prise en février et le décret d'application a été pris en novembre. Donc, quand il est nommé en 2020, il n'y a aucune raison qu'il ne respecte pas la Constitution. Mais malheureusement, il a fait sa déclaration. Il considère qu'il a fait sa déclaration. Mais en termes de droit, quand il regarde bien ces choses, ça a été fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. De sorte que, pour lui, qui est censé jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption, il peut se retrouver dans une situation difficile et délicate. Voilà ce que je tenais à signaler. Évidemment, on va passer donc à notre deuxième volet de l'émission. Il s'agit du budget. Je l'ai rappelé d'entrée de jeu que finalement, le Congo, sinon les deux chambres du Parlement, venaient d'adopter, sinon d'approuver le projet de loi de finances de l'État, exercice 2022. Je rappelais aussi que le Congo était troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, producteur du bois, producteur des minerais, avec à peine 5 millions d'habitants. Comment est-ce que le Congo se retrouve au point d'attendre l'aide du FMI pour garantir, par exemple, le financement de son budget de 2022? Je vais vous dire, monsieur Christian Perrin, pour moi, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est l'expression économique et financière d'une vision politique. Et cette vision politique, puisque ceux qui ont élaboré le budget ont bien insisté sur le fait que ce budget respecte bien le projet de société, ensemble poursuivant la marche, qu'il respecte le programme d'action gouvernementale du Premier ministre, qu'il est conforme au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, qu'il a été fait de concert avec le Fonds monétaire international. Mais en réalité, quand vous prenez le projet de société du président de la République, ce qui ressort clairement, c'est quoi? Il n'épingle que 5 crises majeures pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Ces crises, vous les connaissez. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique et financière,
il y a la crise sociale, il y a la crise des valeurs et il y a la crise sécuritaire. Curieusement, ce projet de société ignore totalement la crise politique et la crise électorale. J'ai commencé à entendre les gens parler d'aller aux élections en juillet, etc. Mais il faut qu'ils sachent que le Congo est dans une véritable crise profonde politique et une crise électorale qui dure depuis de nombreuses années. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut que nous le disions, notre économie est très vulnérable parce qu'elle est trop tournée vers l'extérieur. La notion de l'extraversion est extrêmement importante. Quand vous parlez du pétrole, mais aujourd'hui, les ressources pétrolières dans le budget représentent pratiquement autour de 58-60%. Donc, depuis de nombreuses années, et j'aime toujours prendre le plaisir à rappeler que le plan quinquennal 82-86 avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. Donc, 40 ans après, on peut constater que le bilan est fortement négatif. Et ensuite, aujourd'hui, M. Christian Perret, nous soufflons un peu. Pourquoi? Mais nous soufflons un peu parce que depuis le début de l'année, il y a une tendance haussière du prix du baril du pétrole. De sorte que dans le budget, il a été estimé à près de 64 dollars américains avec une production de près de 110 millions de barils. Mais ça n'enlève pas le côté extraversion. Ensuite, quand j'ai lu le texte qui a été présenté à l'Assemblée par le ministère des Finances, j'ai été surpris de la timidité. Sinon, nulle part on ne parle de lutte contre la corruption. Dans un contexte, monsieur Christian Perret, où tout le monde sait qu'il y a une information qui a pratiquement perturbé les Congolais, pas seulement les Congolais, mais la planète entière, les Pandora Papers, qui ont rappelé les Panama Papers, pour lesquels, dans le cas du Congo, 6 Congolais détiennent à eux seuls plus de 5 000 milliards dans les paradis fiscaux. Et dans cette affaire de Pandora Papers, ce qu'il faut retenir de fort, c'est quoi? Mais c'est des dirigeants des pays de la planète qui dissimulent, qui font de l'évasion fiscale, c'est-à-dire qui font échapper des ressources importantes à leur pays, c'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas au développement de leur pays pour préférer aller dissimuler l'argent. Si c'est notre cas, et ce serait paradoxal, parce que vous ne pouvez pas dire ensemble pour la marche vers le développement et vous adoptez des attitudes qui sont contre le développement, ce serait véritablement paradoxal. Maintenant, oui, mais monsieur, oui, pendant que vous allez arriver là, j'ai une question intermédiaire à vous poser. On parle de 5 500 milliards dissimulés dans les paradis fiscaux par quelques dignitaires, sans compter les autres et les dilapidations qu'on a enregistrées par-ci, par-là. On parle même de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça, sans que personne ne soit interpellé ni inquiété. Ma question est de savoir, est-ce que réellement le Congo est en crise économique et financière? Parce que certains observateurs pensent que finalement, ce n'est pas une crise économique et financière, mais c'est plutôt une stratégie de gouvernement. C'est-à-dire, volontairement, on a créé cette crise pour maintenir la population dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère, pour continuer à l'assujettir. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui soit en crise économique et financière, où les mêmes dignitaires qui sont là depuis pratiquement 40 ans disposent des milliers de milliards d'argent des Congolais dans les paradis fiscaux et qui sont toujours à la tête jusqu'aujourd'hui où on parle de la crise économique et financière. Je crois qu'il y a un paradoxe quelque part. Et ces mêmes personnes ne veulent pas non plus doter les moyens qu'il faut, donner les moyens qu'il faut à la haute autorité de lutte contre la corruption. Pendant ce temps, on a tout de même 3 milliards 500 affectés dans la lutte contre le coronavirus. C'est vrai que bon, c'est un problème de santé, mais il y a bien d'autres problèmes de santé au Congo. Je pense qu'il y a un paradoxe. Qu'est-ce que vous en pensez de ces observateurs qui pensent que finalement le Congo n'est pas en crise, mais c'est une stratégie de gouvernement? Lorsque je relis la Nouvelle Espérance, je suis touché par une phrase où on qualifie la gestion
du professeur Pascal Lissouba de calamiteuse et de catastrophique. J'aimerais savoir ce que pensent ceux qui ont qualifié cette gestion de la manière, ce qu'ils pensent de la situation d'aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, je n'irai pas d'abord vers les 5 500 milliards, je n'irai pas vers les 14 000 milliards, je vais y venir après. Monsieur Christian Perret, vous avez un exemple frappant qui vient de nous être donné. Nous avons suivi sur les médias que en 2 mois, la gendarmerie a récupéré 64 véhicules appartenant au ministère de l'Agriculture qui étaient détenus par des cadres et des agents de ce ministère. Et vous savez quelle est la réaction que nous avions? Nous avions dit que cette opération ne pouvait pas se limiter seulement au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'elle devait être étendue à tous les ministères, primatures comprises, et qu'en plus, la gendarmerie ne pouvait pas se contenter seulement de venir remettre les clés au ministre de l'Agriculture. Encore sur la question, vous avez entendu sur les réseaux sociaux la réaction du ministre Mabundu. Mais enfin, je le laisse régler les problèmes avec le ministère de la Justice et un certain nombre de choses. Ça veut dire… Oui, mais monsieur Mirassa, permettez que je vous arrête un instant sur ce sujet, sur cette question, bien entendu. Alors, vous dites que la gendarmerie a récupéré les véhicules qui avaient été volés par des agents du ministère de l'Agriculture. Tout ça, c'est bien, mais on se pose la question, est-ce que ce n'est pas là une mise en scène pour viser soit une personne, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'on récupère les véhicules supposés avoir été volés par les agents de ce ministère, mais qu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a été présenté devant le tribunal. Donc quoi, c'est l'air, c'est le vent qui a volé ces véhicules, qui a emporté ça quelque part, peut-être au bord de la mer, que la gendarmerie est allée récupérer, c'est cela, puisque personne n'est présenté devant la justice pour dire que ce sont les auteurs de ce vol. N'est-ce pas là une mise en scène? Je suis un peu perplexe. D'un côté, j'ai admiré ce que la gendarmerie nationale a fait. De l'autre, j'ai beaucoup d'admiration pour la gendarmerie. Mais de l'autre, je suis préoccupé parce que moi aussi, je suis de ceux qui pensent que ça ne peut pas s'arrêter seulement à la remise des clés. Il faut que ça aille. Mais c'est justement ça le combat. Parce que ma conception à moi, c'est qu'il s'agit d'une vision d'un système. Il s'agit d'une vision d'un système. Et c'est là où j'allais en venir avant d'évoquer le problème des 5 500 milliards. Mais la situation, c'est la suivante. On protège ceux qui se sont enrichis et on fait souffrir la population. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises et je vous ai souvent répété que la déclaration du président Sassou lors de l'investiture en 2009 est claire. Le Congo n'est pas, hélas, exemple de détournement, de corruption, etc. Là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009, vous avez entendu qu'un gouvernant a été interpellé, mais l'argent, tout le monde le reconnaît, même au sein des partis de la majorité. Mais l'Amir Ngele a épinglé des dossiers. L'Amir Ngele, quand il était à la commission de lutte contre la corruption, il a épinglé des dossiers. Les gens ont attendu la suite, mais il n'y a jamais eu de suite, quand bien même. Donc, il y a comme une pesanteur. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, disposer de 5 500 milliards. Et quand vous essayez de méditer sur ces chiffres, vous allez vous rendre compte qu'il y a des compatriotes qui disposent, ne serait-ce qu'en termes de partie, peut-être partie infime de leur fortune, de 1800 milliards de francs CFA. Monsieur Christian Perret, essayez de faire le calcul. Même si vous mettez de côté, vous avez des affaires qui marchent tellement bien, si vous mettez de côté 1 milliard par an, au bout d'une année, vous en avez 12. Au bout de 10 ans, vous en avez combien? Au bout de 10 ans, vous en avez 120. Au bout d'un siècle, vous en avez 1200. Et vous avez des Congolais qui n'ont pas 100 ans, qui ont peut-être 60 ans. Non. Et puis… qui ne sont pas issus des familles industrielles. Leurs parents n'étaient pas les opérateurs économiques, à ce qu'on sache. Ce qui est curieux, c'est que ce soit le Parlement, que ce soit l'Assemblée, que ce soit le Sénat, que ce soit le gouvernement, que ce soit la justice, personne, absolument personne, ne se préoccupe de cette situation. Et la situation qu'ils ont choisie, c'est de se tourner vers le Fonds monétaire. Mais pourquoi, lorsqu'on parle de besoin de financement,
Pourquoi avoir toujours cette idée extravertie d'aller vers le Fonds monétaire? Comment j'ai entendu au niveau de l'Assemblée quand j'ai suivi ce débat? Ah, si on ne signe pas avec le Fonds monétaire, on est mort. Et c'est très grave que ce soit des responsables qui disent ça. Et ces responsables qui disent ça à l'Assemblée, ils savent qu'en pleine session de l'Assemblée nationale, un député a déclaré qu'on n'a jamais, qu'il y avait une route imaginaire pour laquelle de 137 km pour laquelle on avait débloqué l'argent. Cet argent est parti où? Je rappelle également qu'il y a eu cette affaire à la crête, puisque je suis retraité, novembre-décembre 2016. 9 milliards ont atterri dans un compte de la LCB de la crête. Et le directeur général lui-même a dit, ça a disparu. Le directeur général a plaidé pour que ce dossier soit vu au niveau de la justice. On n'en a jamais entendu parler. La direction générale de la surveillance du territoire sort un communiqué pour dire qu'il y a eu des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture et pour d'autres fonds qui ont été débloqués à l'agriculture, qu'il a eu l'instruction, elle a eu l'instruction de mener l'enquête du procureur général et que, donner un délai, ceux qui n'auront pas remboursé l'argent, ils seront traduits en justice. Qui a été traduit devant la justice? Vous parlez des 14 000 milliards. Mais les 14 000 milliards, rassurez-vous, monsieur Christian Perrin, moi, je suis de ceux qui sont sereins. Je suis serein, pourquoi? Mais parce qu'il a été bien dit que cet argent devait être déposé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que chaque année, un audit devait être fait et cet audit devait être rendu public. Ils peuvent cacher, mais la Banque centrale est là et ils n'iront pas modifier les chiffres au niveau de la Banque centrale. Que nous le voulions ou pas, un jour, il y aura bien. La nuit a beau être longue, mais elle finit toujours par s'achever. Donc, aujourd'hui, et je suis surpris lorsqu'on parle des besoins de financement, etc., je suis surpris qu'aucun sénateur n'évoque ces problèmes-là. Je suis surpris qu'aucun député n'évoque ces problèmes. Et ils sont là. Et quand ils disent ce qu'ils disent, M. Christian Perrin, ça me fait très mal. Pourquoi? Mais parce qu'on a signé un accord avec le Fonds monétaire le 11 juillet 2019. À la première revue, nous n'avions pas pu respecter. Donc, même si on signe, on n'est pas sûr que pendant les 3 ans, on va respecter les engagements qui seront pris parce qu'il s'agit des réformes structurelles profondes que le Fonds monétaire attend. Oui, mais évidemment, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est la question que j'ai posée, je crois, d'entrée de jeu, où je parlais de la haute autorité de lutte contre la corruption, qu'on n'arrive pas à doter les moyens pour se mettre au travail. Et je ne comprends pas ce paradoxe. On a besoin d'argent, mais on ne veut pas non plus faire fonctionner les institutions qui sont capables de ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Et en parlant, vous avez cité la voie qui a été en fait annoncée, construite, mais on n'a jamais vu cette voie. Ça veut dire que l'argent doit être dans les poches de quelqu'un et cette haute autorité devrait se charger de ce genre de questions. Nous parlons de 5 500 milliards qui sont entre les mains des quelques dignitaires du régime. Tout ça, c'est de l'argent qu'on peut ramener au lieu d'attendre toujours l'aide financière du FMI. Et pendant qu'on parle de la route, il y a la route également, Ongo, Djambala, Lekana. On a vu des images, comment aujourd'hui elle est détériorée. Une route qui a connu plusieurs fois les financements, mais qui finalement n'avait jamais été achevée. Je pense qu'il y a autant de choses sur lesquelles le gouvernement congolais pouvait par exemple tabler pour ramener de l'argent. Ici, par exemple, c'est une route de 125 kilomètres qui a englouti plusieurs fois les fonds. L'argent décaissé, les enveloppes, donc pour la réalisation de cette route, avait été décaissé. Comment peut-on justifier de tels comportements? Dans le même temps, on va vers le FMI pour rechercher de l'aide financière. Monsieur Christian Perrin, vous touchez ma sensibilité. Au-delà, je suis congolais, mais je suis congolais. Je suis né dans un petit village à Bili, dans le district de Lekana. Et ce que vous dites de cette route me touche énormément. Je vais essayer de vous brosser la situation que je connais en termes de route, Ngo, Djambala, Lekana, Djambala, Brazzaville. La route, cette route a été construite pendant le plan quinquennal 82-86
par la société Razel. Très belle route n'a pas été entretenue. 82-86. Et en 2007, à la veille des élections législatives, on a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Ngo-Djambala-Lekane. Pour un coût, écoutez bien, M. Christian, pour un coût de 28,5 milliards de francs CFA. Parce qu'il ne s'agissait pas de construire, il s'agissait de réhabiliter. Et la durée des travaux était de 30 mois. 30 mois. À compter de quelle date? De juin 2007. À compter de juin 2007. Donc, on pense qu'au plus tard, juin 2010, la route aurait été terminée. On ne peut pas dire, M. Christian Perret, qu'il y avait un problème financier, puisque c'est à l'époque où les caisses du Trésor débordaient d'argent tellement on en avait. Et c'est la période où nous commençons à connaître des excédents, à connaître un certain nombre de choses. Mais il y a eu aussi la municipalisation accélérée qui est passée par là. Figurez-vous, M. Christian Perret, que jusqu'en 2013, elle n'a pas atteint Djambala, qui est censé être autour de 75 et 100 km de Ngo. 2013. Et c'est là où vous allez percevoir la supercherie. La supercherie, c'est quoi? C'est que lors de la municipalisation des plateaux, dont le coût était évalué à 438 milliards de francs CFA, le projet de la route Ngo-Djambala-Lekane va devenir un projet de la municipalisation. Donc, au-delà du premier financement, vous voyez bien qu'il y a un deuxième financement, oui. Cette fois-ci, la route arrive à Djambala, on en profite pour faire les voiries, etc. à l'intérieur de Djambala, mais elle ne traverse pas Djambala. Et parce qu'elle n'a pas traversé Djambala, les conditions de trafic entre Djambala et Lekane sont devenues véritablement invivables. Et lorsque la route a été menacée de coupure par une érosion, en 2018, 823 millions ont été débloqués pour boucher le ravin. Dans un premier temps, SIPA m'a rendu compte, il semble que le ravin, il est revenu. Structurellement, le problème n'a pas été résolu. Et entre-temps, vous voyez qu'il y a eu des sorties d'argent. Vous voyez que Socofran, je crois que la première société qui a eu ce marché, c'est Socofran. Socofran a dû toucher son argent. Ensuite, je ne sais pas quel est l'opérateur qui s'en est occupé pendant la période de la municipalisation. Mais tout ça, vous n'avez pas une structure de contrôle capable de faire le point, capable de récupérer, et maintenant, on dit aux gens vous savez ce qu'on a dit pendant la campagne présidentielle? Le mot d'ordre à Lekane, c'était de dire si vous voulez que la route arrive à Lekane, votez Denis Sassou Nguesso. Quel chantage! Et les populations de Lekane attendent justement la réalisation de cette promesse, puisqu'ils pensent au-delà de l'argent qui a été débloqué antérieurement, tout ça, qu'ils ont rempli leur contrat. Et malheureusement, vous avez vu les images. La route est encore coupée. Alors, monsieur Clément, oui, monsieur Clément Mirassa, allez-y. Donc, vous disiez interpeller qui? Le gouvernement, c'est ça? Moi, je crois que sur la question, j'ai dit aux populations de Lekane, puisque j'y suis originaire, c'est mon bled. J'ose espérer qu'un jour, mon corps se reposera en paix à Lekane, à Abili, dans mon village. Je dis toujours à mes parents, mais ce n'est pas le silence qui vous permet de résoudre les problèmes. Parce que quand vous êtes silencieux, les gens estiment que ce n'est pas une préoccupation pour vous. Mais si vous voulez que la route soit faite, je ne leur demande pas de faire la guerre, mais il faut qu'ils soient debout, qu'ils rencontrent les autorités, que les députés, que ce soit de Djambala, parce qu'il y a la partie du côté de Djambala et la partie de Lekane. La partie que vous avez vue, si je ne me trompe pas, je crois que c'est du côté de Djambala où l'érosion est très forte. Mais sinon, toute la route est menacée. Donc, j'interpelle les populations, j'interpelle les deux députés, mais les députés, les pauvres, ils sont à l'Assemblée, je vois comment ça se passe. Est-ce qu'ils font passer toujours leurs idées? Je n'en sais rien. Mais je souhaite que la population se lève et il n'y a aucune raison que les populations, parce que si la route est coupée, cette partie du Congo sera coupée du reste parce qu'elle aurait pu espérer
passer par Zanaga, mais la route également qu'on avait ouverte du côté de Zanaga s'est abîmée et elle serait complètement enclavée, elle serait complètement isolée et c'est ça qui est très dangereux. J'interpelle les gouvernants pour dire qu'il y a une partie des Congolais qui risque d'être dans l'isolement total. Il faut que les moyens soient trouvés pour que ça soit réparé. Le budget évidemment, ce sont là les situations, en fait, c'est une situation générale dans beaucoup d'autres zones, sinon localités du Congo où on vit les mêmes problèmes. Oui, toutes les routes sont pratiquement aujourd'hui délabrées et on les voit. Hein, d'ailleurs, les images circulent tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, au-delà de tout ce que l'on vient de dire, Monsieur Clément Mirassa, dans mon introduction, j'ai dit qu'on devrait également proposer quelques pistes de solutions. Et ça sera probablement votre mot de la fin. Que doit-on faire maintenant pour sortir le Congo de cette crise, entre guillemets? Parce que je vous ai dit, pour certains, ils croient, ils pensent, mais avec raison, hein, avec des éléments qu'ils peuvent prouver de cela d'ailleurs, que ce n'est pas une crise, c'est juste une volonté d'un régime qui a voulu confisquer tout l'argent, mais tout confisquer, alors, pour maintenir la population dans la pauvreté. Et ils disent, par conséquent, c'est en fait une stratégie de gouvernement. Que faut-il faire à court ou à moyen terme pour... J'évoquerai d'abord un problème qui me touche personnellement. J'ai été très heureux de suivre, dire qu'à partir de 2022, les pensions seront régulièrement payées. Et je jette des fleurs aux syndicats. Vous savez que je n'ai pas toujours été tendre avec eux, mais ça n'enlève en rien l'appel que je leur fais toujours de dire il faut qu'ils nous appellent en assemblée générale. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Les retraités ont encore plusieurs autres problèmes qui doivent être résolus. Parmi les problèmes qui doivent être résolus, il y a le problème de l'harmonisation du point d'indice. Parmi les autres problèmes qui doivent être résolus, il y a le paiement des arriérés et des arrérats. Et j'ai cru entendre, je ne sais pas si je sommeillais un peu en ce moment-là, j'ai cru entendre que la ligne qui a été inscrite pour payer ces pensions était de 96 milliards. Et j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, si c'est 96 milliards, ça veut dire que par mois, avec 8 milliards, on peut payer tous les retraités. Mais d'où viendra alors qu'à un moment donné, on a laissé croire que il fallait 11 milliards. Maintenant, pour revenir à votre question. Non, mais avant de continuer, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que vous placez la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire vous félicitez ces syndicats, alors que sur le terrain, les retraités n'ont pas encore perçu leur pension, n'ont pas encore touché, comme on dit chez nous, de doigt cette décision de vouloir payer, de régulariser le paiement, bien sûr, des pensions. C'est une déclaration, c'est une promesse, comme on a entendu d'ailleurs le Premier ministre dire que lui, à son tour, proposait une pension après, je crois, 3 mois, un truc comme ça, mais ça n'avait jamais été réalisé. Cette fois-ci, c'est le ministre des Finances qui promet payer ou régulariser les pensions et vous leur jetez des fleurs. Vous jetez les fleurs aux syndicats alors qu'on n'a encore rien vu. Bon, c'était une parenthèse. Probablement que vous avez d'autres raisons pour lesquelles... Je préfère répondre à cette question. Quand vous avez suivi le problème des retraites, à un moment donné, ils ont rencontré le ministre Fimi Alessa. On leur a donné les assurances. Et les dispositions étaient en train d'être prises pour que tous leurs problèmes soient résolus. Quand je dis tous leurs problèmes, c'est le paiement régulier de la pension, c'est l'harmonisation du point d'indice à 300 et c'est la possibilité d'examiner. Maintenant, je félicite les syndicats. Pourquoi? Parce que le déclic, c'est quoi, M. Christian Perret? C'est pour ça que j'interpelle les Congolais. Le déclic, ça a été quoi? Le déclic a été le sit-in qu'ils ont lancé. Ils ont fait un appel au sit-in au palais du Parlement, là où siège l'Assemblée, et ils ont été reçus par le président du Sénat. Et moi, j'ai été très heureux. Je félicite ces syndicalistes. Qui a dit ceci au président du Sénat? Monsieur le Président, vous n'avez qu'à prendre une loi pour supprimer la pension au Congo, pour dire que la retraite n'existe pas. Ils ont parlé avec leur cœur et ils ont exprimé la pensée profonde des retraités. Je ne dis pas que c'est fini. J'ai été critique à leur endroit, mais je trouve que les résultats auxquels ils sont arrivés, bon, maintenant, vous dites que ce n'est pas encore fait. Mais ce serait grave si ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont rencontré le Sénat a dit
qu'ils avaient abordé les mêmes questions avec le ministère des Finances et qu'ils renvoyaient le problème au niveau du ministère des Finances. C'est déjà un acquis. Lorsque le budget a été examiné, j'ai été heureux au niveau du débat, au niveau de l'Assemblée, d'entendre de la Commission économie et finances de l'Assemblée dire, s'agissant des retraités à la ligne, là c'était zéro, mais maintenant vous mettez 96 milliards. Maintenant, vous parlez du ministre des Finances, que je connais personnellement, le ministre des Finances a dit ceci. J'ai reçu des instructions fermes au moment où nous travaillons pour l'élaboration de ce budget du président de la République pour dire qu'en 2022, la pension doit être payée tout le monde. J'ai enregistré ça. Je suppose que c'est une parole donnée et je suppose que cette parole sera respectée. Du moins, c'est mon sentiment le plus profond. Quelles sont les pistes de solution pour sortir le Congo de cette crise économique et financière? Au-delà de ce que j'ai déjà dit, je voulais ajouter que j'ai été triste de suivre les débats tant au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée, d'entendre les députés, les représentants du peuple dire si on ne signe pas, on est mort, et que le Congo est pratiquement un pays en danger. En fait, notre sort est lié au Fonds monétaire, sans tenir compte de notre passé le plus récent. Notre passé le plus récent, c'est lequel? Nous avons signé le 11 juillet 2019. Où sommes-nous arrivés? Donc, il faut que nous restions dans cette hypothèse. Le tout, il faut d'abord signer. Puis, je pensais qu'on allait signer, le conseil d'administration allait se réunir au mois de décembre. Mais on va vers la fin. J'espère que c'est peut-être dans les tout derniers jours. Je pense que nous sommes un pays et on n'a aucune raison d'être complaisant lorsqu'il s'agit de sauver un pays, non pas de sauver un régime. Et je crois, sur l'autre aspect, le volet politique, j'ai suffisamment parlé là-dessus pour dire qu'il faut qu'on aille à un dialogue national inclusif. Maintenant, il y en a qui pensent autrement. Maintenant, M. Christian Perrin, puisque vous voulez que je sois précis, le gouvernement Colline Makosso a pris la décision, sentant le Congo menacé par la COVID-19, de lancer une opération coup de poing pour régler le problème avec les aspects de vaccination. Et pendant 45 jours, et très rapidement, on a débloqué 3,5 milliards. Voilà l'occasion de lancer un coup de poing pour la lutte contre la corruption, afin que nous récupérons l'argent qui a été détourné, l'argent qui a été caché, dissimulé, etc. Ça, c'est notre propre effort. Je vous ai souvent dit, M. Christian Perrin, l'Arabie Saoudite avait réussi en enfermant tous les dignitaires du royaume dans un très bel hôtel. Ils n'étaient pas en prison. Vous savez bien ce qu'ils ont récupéré. Je vous ai dit également que l'Angola, à côté de nous, en un an, a récupéré 3 000 milliards de francs CFA. Pourquoi le Congo, les dirigeants congolais, tous les dirigeants congolais ferment les yeux? Tous les Congolais savent qu'ils se sont enrichis. Peut-être que parce que tout le monde est concerné et tout le monde s'est mouillé en fait la barbe. Alors tous les Congolais vont couler parce qu'eux, ils ont coulé la barbe. Il faut qu'ils soient capables de remise en cause. C'est pour ça, M. Christian Perrin, si on lance une opération coup de poing de lutte contre la corruption, les détournements et autres, en dépit de ce que j'ai dit sur le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, et qu'on confie à la haute autorité en mettant à côté de lui la gendarmerie, en mettant à côté de lui la police, nous allons traiter le problème de 14 000 milliards. Il n'y a aucune raison qu'on continue à faire souffrir les Congolais parce qu'on veut protéger une minorité qui a dû s'enrichir. Pourquoi on cache les affaires? Les audits, ce n'est pas nous qui les avons demandés. C'est le président Sassou lui-même qui a annoncé au cours d'un discours en 2006 que les audits seraient faits chaque année et qu'ils seraient rendus publics. D'où vient maintenant que lorsqu'on demande que les audits soient réalisés, ça pose un problème. Nous avons entendu qu'il y a de l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Il faut que cet argent soit récupéré. Nous avons suivi le communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire qui a clairement dit qu'il y a eu malversation financière au fonds de soutien de l'agriculture, etc.
Il y a eu fuite d'un directeur général au niveau du ministère des Finances. Et d'après ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, il aurait fui avec près de 50 milliards. Donc, tout ça, on reste tranquille. Donc, je pense que nous mettons le Congo en danger en nous jetant bras, tête, tout ça dans les pieds du Fonds monétaire international. Il faut que nous ayons, parce que j'entends souvent les gens parler de la notion de souveraineté. C'est là qu'elle doit agir. Et il faut que les gouvernants actuels privilégient non pas l'intérêt personnel, mais qu'ils privilégient l'intérêt général. Nous avons besoin d'un sursaut. Monsieur Christian Perrin, vous pensez que si on lance cette opération coup de poing, on aura des difficultés à éponger les besoins de financement de 400 milliards pour le budget de 2022? Nous n'aurons pas de problème. Pourquoi ils veulent le cacher? Si nous appliquons la loi sur la déclaration du patrimoine et qu'on fait le point de ceux qui ont fait les fausses déclarations, moi, je souhaiterais qu'on commence d'abord par faire le point pour ceux qui sont reconnus pour détenir des milliards dans les paradis fiscaux. Vous croyez qu'on ne pourra, si on récupère le quart chez l'un d'eux, supposons qu'on récupère le quart chez quelqu'un qui a 1800 milliards. Le quart, vous savez combien ça fait? Et ça fait plus de 400 milliards. Le débat même sur le financement n'existerait plus. Pourquoi on ne le ferait pas? La situation du Congo est arrivée à un point où il s'agit que les Congolais se rassemblent, quitte à ce que ceux qui ont commis, il faut qu'ils aient l'humilité de demander pardon, mais c'est cela au peuple congolais d'apprécier. Ce n'est pas Kémami Rassa, mais quand tu as 1800 milliards et que les Congolais savent, et vous pensez qu'on est dans une vision de paix sociale, on est dans une autre vision? Non. Je ne veux pas épingler le président de la République, mais je souhaite que la structure qui va s'occuper du suivi de l'aspect de la déclaration du patrimoine, mais qu'elle est note déjà que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Les délais sont dépassés. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, aucune déclaration n'a été faite. Le récépissé numéro 1, c'est Coliné Makosso. Si d'aventure le président, je ne connais pas l'évaluation de sa fortune, mais s'il a plus de 1600 milliards, le cas, ça ferait déjà 400 milliards, ça serait déjà une bonne chose. Donc, n'ayons pas... naturellement, monsieur Clément Mirassa, il faut appeler chat par chat, chien par chien. C'est au cours, bien entendu, et c'est sous sa gouvernance que les 14 000 milliards ont disparu. Vous avez dit tout à l'heure, les écritures existent encore à la Banque des États de l'Afrique centrale. Ça ne pourra jamais disparaître. Comme quoi cet argent existe quelque part. Il suffit de ramener même la moitié de cet argent. Pourquoi pas la totalité, puisque c'est l'argent des Congolais. Il faut appeler chat par chat, chien par chien. Denis Sassou Nguesso connaît là où sont passés les 14 000 milliards. Il le sait. Pourquoi il n'ordonne pas que ces milliards reviennent au Congo? C'est là le vrai problème, monsieur Clément Mirassa. Et je parle à un président de la Fédération de l'opposition congolaise. Il y a des questions où on ne devrait pas baisser les yeux. Mais nous ne baissons pas les yeux, la preuve, nous l'abordons. Vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas aborder les problèmes sous l'angle que j'aborde là. Vous le savez parfaitement. Et si nous le faisons, c'est pour que les Congolais prennent également conscience. Parce qu'il s'agit du destin du Congo. Et lorsque nous faisons des émissions, tout ça, c'est pour essayer d'informer, de conscientiser les Congolais. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous sommes pour des situations paisibles. Moi, ça me fait mal quand je lis dans les réseaux sociaux qu'il y a des mercenaires, que je dis, mais qu'est-ce qu'on veut à ce pays? Je ne suis pas comme mon jeune frère, Paulin Makaya, mais je crois que je vais terminer en pensant à Paulin Makaya. Je vais terminer l'émission sur ce point. Je regrette, monsieur Christian Perrin, que vous n'ayez pas parlé de ce qui s'est passé au sommet de la démocratie aux États-Unis. La Fédération de l'opposition congolaise y tient beaucoup. Pourquoi? Le Congo n'a pas été invité. Les raisons, je crois que les Congolais le savent. Mais nous avons été fortement touchés par l'appel qui a été lancé par les secrétaires d'État américains, appelant tous les pays du monde entier à se rassembler pour lutter contre l'autoritarisme, pour lutter contre la corruption, pour lutter en vue de la libération des détenus politiques. Et nous, en ce qui nous concerne à la Fédération, je suppose que le Congo, les gouvernants congolais répondront favorablement à cet appel et que si
le travail fait par le groupe de travail des Nations Unies et la déclaration du ministre français des Affaires étrangères n'a pas pu permettre, etc. Je pense que le gouvernement congolais doit intégrer cette dynamique et dans le cadre de cette dynamique, examiner les voies et moyens qui doivent permettre la libération des prisonniers politiques, notamment Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Et c'est pas là que je termine. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Clément Mirassa, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Comme je l'ai toujours dit, on reviendra toujours vers vous sur d'autres questions, bien sûr, d'actualité du Congo-Brazzaville. À vous, chers téléspectateurs, aussi, merci d'avoir été avec nous sur TLR TV. Vous avez eu, évidemment, raison. Restez toujours branchés sur TLR TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos programmes, nos émissions. Question, évidemment, de permettre à tout le monde de suivre et probablement d'apprendre tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville parce que c'est notre cible principale. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Pour l'heure, je vous quitte tout en vous souhaitant, bien entendu, bonne et heureuse fête de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt. Merci. D'accord, à bientôt.